Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Lia Cavalion, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, on a un petit événement quand même, puisqu'on a le plaisir d'accueillir une invitée dont le papa a fait partie de l'équipe fondatrice de Radio J. Je vais vous laisser lui donner la parole tout de suite, mais juste avant, on rappelle, Lia, que vous êtes la section Viso à Vive des jeunes femmes de la Viso et que c'est à ce titre, bien sûr, que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, qui est notre invité ? Bonjour Lise et merci. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Céline Dorfin, qui est une militante exceptionnelle, qui consacre le plus clair de son temps libre, parce que par ailleurs vous êtes aussi occupée, à la lutte contre l'antisémitisme. Céline, vous êtes petite fille de déportée, vous grandissez entourée dans l'histoire et le militantisme de vos parents, notamment de votre maman à la Viso, et puis comme l'a rappelé Lise, de votre papa, qui est aussi un des membres fondateurs de Radio J. Claude Dorfin. Depuis 2015, vous créez le média The Truth, qui deviendra une association aussi, et vous avez plus de 16 000 followers aujourd'hui sur Instagram notamment, dont la moitié, il faut le souligner, de non-juifs. Et depuis les événements du 7 octobre, Céline, vous intensifiez votre engagement, vous vous infiltrez partout pour filmer, donc bienvenue à notre micro. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, voilà, on rapproche, voilà. Alors Céline, pouvez-vous nous parler de votre parcours personnel et de ce qui vous a poussé à vous engager dans la lutte contre l'antisémitisme au tout début ? Alors, comme vous l'avez souligné, j'ai grandi dans une famille très militante, alors pas très religieuse, mais très sioniste, avec une forte identité au peuple, un fort rattachement au peuple juif. Ma maman, comme vous l'avez souligné, était militante à la Viso, et mon père, qui est un sportif de haut niveau, entraînait les membres du Bétar pour aller sécuriser la communauté juive à l'époque. À l'époque, voilà, parce que le Bétar était en sécurité, le SPCJ n'existait pas encore. Voilà. Donc j'ai grandi dans cet univers. Ce qui m'a quand même... Et vous étiez au Bétar vous-même ? Alors, oui, enfin, on peut dire que j'assistais, mais j'étais pas encore vraiment dedans. J'étais petite, hein. Oui, donc, bien sûr. Mais je suivais quand même de près l'actualité de tout ça. En fait, ce qui m'a fait vraiment... rentrer dans ce militantisme, c'est quand même cette histoire aussi de petite fille déportée, pardon. Donc mon père a perdu son père à Auschwitz, ne l'a jamais connu puisque ma grand-mère était enceinte, et il a eu aussi 2 de ses sœurs qui ont été déportées, dont une qui n'est jamais revenue. Donc son père et une de ses sœurs ne sont pas revenues. Donc c'est vrai que... c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. Donc petite, j'avais beaucoup Alors ils ont décidé, c'est une famille qui a décidé de parler, contrairement à certains. Et c'est vrai que, on me racontait les convois, ce qui s'était passé, etc. Donc c'était assez dur, mais ça m'a forgé un caractère, c'est sûr. Et c'est ce qui m'a donné un peu la rage de parler de tout ça. Donc, je suis rentrée dans le militantisme avec cette étiquette de parler aux gens. J'en parlais partout, à l'école quand j'étais petite, à la suite quand j'ai fait mes études, mes amis, mes petits copains, c'était tout le temps. Et forcément, quand il y a eu... Bon, alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais les premières grosses manifestations, Carpentras. Après, donc, j'étais assez jeune, Dieudonné, Soral. Donc, j'ai commencé à militer auprès de différentes associations. J'allais à toutes les manifestations, j'étais très active. Et quand les réseaux sociaux sont apparus, j'ai commencé à écrire beaucoup de textes, à essayer d'informer comme je pouvais, au travers différentes associations. Alors, j'ai commencé par The Truth, que j'ai créé, qui est mon association, et mon média. J'ai commencé au collectif Raverim, et je suis arrivée après Ilan Halimi. Alors, on va faire une transition. Alors, justement, voilà, on va faire une transition avec Ilan Halimi. Ça a été le déclic. Au moment du meurtre d'Ilan, voilà. Il y a l'émergence d'une nouvelle forme d'antisémitisme. Et justement, comment est-ce que votre combat contre l'antisémitisme, au moment d'Ilan, ça a été le déclic? Comment est-ce que ça a évolué à ce moment-là ? Alors, en fait, à ce moment-là, je travaillais à République,
et Ilan avait sa boutique de téléphone boulevard Boulevard Voltaire. Voltaire. Ouais, pas Voilà. loin. Donc, je passais tous les jours devant sa boutique. J'ai même été acheter des téléphones, des accessoires dans sa boutique. Donc, je le connaissais visuellement, on se connaissait, on s'était déjà parlé. Et donc, quand on a appris que c'était lui, etc., je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si un membre de ma famille oui, avait C'est été ça, capturé. C'était nous, C'était nous. c'était notre génération. Exactement. Donc là, ça s'est accéléré. J'étais vraiment, vraiment très affectée. J'ai été à son enterrement. Mais on devait y être ensemble, mais on ne se Voilà. connaissait pas. oui. Voilà, j'ai parlé à la personne qui avait préparé son corps. Je pense que j'en ai fait des cauchemars pendant très longtemps. J'ai été à Créteil, à toutes les procédures. Et en fait, ce qui m'a permis de rencontrer ces bourreaux, et c'est là que je me suis dit, c'est pas les mêmes que j'ai combattus jusqu'à maintenant. Qui étaient avant plutôt de côté extrême droite. Voilà, exactement. Je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe en France. Et il faut savoir que les audiences à Créteil, c'était absolument horrible. En fait, ils venaient accompagner. Il y avait une espèce d'atmosphère avec cet islamisme qui commençait à sortir. Et on se disait vraiment, il va falloir combattre ça maintenant. Donc, je me suis mise à communiquer. Enfin, j'ai changé un peu ma casquette, sans jamais vraiment lâcher le devoir de mémoire et l'extrême droite, Bien etc., sûr. que j'ai toujours combattu. Mais j'ai commencé à changer un peu ma façon de communiquer. Vous avez senti le vent qui tournait. Et alors justement, en fait, votre force, Céline, c'est aussi que très tôt, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous le dites, vous avez cette idée lumineuse, en fait, de dire, genre, il faut en parler, il faut avoir un média, un support de communication, et il faut que je sois audible et que je rende ce qui est en train de se passer au vu et au su de tous. Et donc, en fait, aussi en 2017, vous travaillez également avec l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, France, en tant que délégué général chargé de mission contre l'antisémitisme en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelles ont été vos actions principales là-bas ? Alors, bien sûr. Alors, juste avant, je voulais juste faire une petite parenthèse. Avant 2017, il y a eu 2015 quand même. Et ce qui est important de noter, c'est que mon investissement dans ce combat s'est accéléré parce que j'avais une de mes meilleures amies qui a été otage dans l'hypercachère. Ah oui. Et otage à l'étage avec Koulibaly, c'est-à-dire pas dans le frigo. Donc, et c'est une maman comme moi, elle s'appelle Céline comme moi, on est très proches. Et cette journée, je me rappellerai toute ma vie, on était auprès de son mari, etc., jusqu'à sa sortie, et Dieu merci, elle était vivante. Donc ça a été aussi encore un accélérateur. Et j'avais écrit un texte ce jour-là, et c'est comme ça un peu que je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux, auprès de Raverim, parce que c'était encore l'époque Raverim. C'est quoi Raverim ? Vous nous en Raverim, parlez ? c'était un collectif, c'est une association qui existe toujours, Ah qui oui. est un peu en sommeil aujourd'hui. Donc son président, c'était Laurent Pariante. C'est toujours Laurent Pariante. Mais c'est comme ça que j'ai pu commencer, parce que je n'avais pas encore créé The Truth, à militer et à communiquer sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Donc ça vous donne une impulsion. Ça me donne une impulsion, exactement. Donc ensuite, j'ai passé une petite année auprès de l'OSM. J'ai développé leur page Facebook, parce qu'à l'époque, on était sur Facebook, Oui. ça a changé, Oui. mais on était sur Facebook, qui ne fonctionnait pas encore. Et en fait, je leur ai donné de la visibilité pour toutes leurs actions, leurs événements, etc. Mais surtout, j'ai aussi fait beaucoup de modération, et je suis toujours administratrice d'ailleurs de leur page, car en fait, l'OSM, avec leur nom, vous comprenez qu'ils sont victimes de tous les haters Bien sûr. de la Ouais, planète, c'est hein, évident. de Tous partout. les haineux Tous du les web. haineux. Ouais. Voilà. Sans doute, même si on ne le sait pas. Donc même juste leur nom, parfois ils reçoivent des messages terribles. C'est terrible, hein, c'est très très violent. Oui. Donc je continue aujourd'hui à m'occuper de ça. Et eux, ce qu'ils avaient envie en France, donc le siège est à Jérusalem, c'est qu'on leur explique ce qui se passe en France, qui est quand même la diaspora la plus importante après les États-Unis. Donc, ils m'avaient en fait mandaté pour leur donner l'actualité, les informer. Ils me demandaient ce qu'ils pouvaient faire, même si je pense qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, malheureusement. Qui peut faire quelque chose on se demande encore aujourd'hui. Vous faites des choses quand oui, même, on va en fait des parler. choses, mais bon, voilà. Donc, c'était de les rendre visibles et de les informer. Donc ça, c'était mon rôle à l'OSM. En parallèle, je faisais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à faire des signalements.
Donc, on créait plein de comptes, on avait différents comptes, donc avec des fausses identités, etc. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais ça nous a aidé à faire beaucoup de signalements. Donc, directement sur les réseaux, donc là, c'était beaucoup Facebook. Après, on est passé sur Twitter. Instagram, c'est pas trop le c'est plutôt le l'image terreau, Insta, le terreau oui. des haters, ils sont plus ailleurs. Et dernièrement, avec Pharos notamment, qui fonctionne super bien. Hein, Exactement. Alors Pharos, on peut le rappeler, hein, qui a été créé par le gouvernement. On avait reçu à ce micro d'ailleurs Elise Feigeles qui nous en avait parlé en détail et qui est donc l'outil en fait qui permet de signaler et de suivre les cas. Alors vous avez justement un cas peut-être récent d'exemple de signalement à Pharos ? Depuis le 7 octobre, on en a plein, mais alors j'ai pas relevé un cas précis, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que quand vous signalez et que derrière il se passe quelque chose, vous êtes informé. Donc vous avez un suivi, changement. Suivi. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on signale, il faut qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui signalent la même personne ou le même texte ou la même phrase. Et ça donne une portée plus importante. Et c'est là où, effectivement, on arrive... il y a un impact. Donc ça, c'est très important de le souligner. Durant cette période aussi, on avait lancé avec un autre membre de The Truth qui s'appelle Jérémy, une pétition c'était l'époque de l'antisionisme, est-ce que c'est de l'antisémitisme, etc. Et on avait lancé cette pétition et on a récolté 27 000 signatures. On est parti à l'Assemblée nationale. À l'époque, c'était Elise Feigeles et Sylvain Maillard qui s'occupaient de ça. Donc, on leur a transmis la pétition, le texte, etc. Et derrière, alors je ne dis pas que c'est nous qui avons fait ça, mais ça a donné aussi un petit un support, un impact aussi. Et il y a eu cette fameuse loi dont malheureusement personne ne se sert aujourd'hui, mais qui existe en fait. Et voilà, il faut le souligner. Rappelez-nous quelle loi. Donc en fait, c'est la loi qui dit que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme en fait. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que certains se posent encore la question. Alors pas dans la communauté, mais bien sûr à l'extérieur. Non, nous on est intéressant de savoir qu'il y a cette loi. On est convaincus. Alors après, les missions terrain, parce que c'est important de parler des réseaux sociaux où j'ai beaucoup écrit, j'ai fait beaucoup de vidéos, etc. Mais sur le terrain, on est toujours sur le terrain. Donc Alors justement, et notamment beaucoup plus depuis le 7 octobre. Ça, c'est ce qu'on voit quand on va et qu'on vous suit sur Instagram sur le compte, on le rappelle, qui s'appelle The Truth en anglais, TRUTH. Voilà, The Truth 770 d'ailleurs. C'est la vérité. Pour leur avis. The Truth, la vérité. La vérité, voilà. Et on voit justement, en fait, on le disait en introduction, vous vous infiltrez. Et d'ailleurs, ça fait quand même un petit peu peur parce qu'on est à l'œil de votre caméra cachée. Et on voit justement vous rentrez dans ces manifestations pro-palestiniennes un petit peu comme monsieur, madame, tout le monde, comme si vous en faisiez partie, et vous nous permettez d'être l'œil là où justement on n'a pas envie forcément de mettre les pieds puisqu'on n'est pas du tout à notre place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement votre stratégie quand vous rentrez, vous infiltrez, et surtout comment vous faites à supporter ça ? Alors, bonne question. Donc, alors on s'infiltre comme monsieur et madame tout le monde. Voilà, pas de signe distinctif. Alors, on a la chance d'être en moto aussi. Donc, ça nous aide beaucoup pour filmer parfois et pour pouvoir partir quand on sent que ça dégénère. Donc, quand je dis on, souvent avec mon mari, hein, on est vraiment le binôme, le vrai binôme. C'est pratique. C'est très pratique. Donc, on regarde, on fait de la veille pour savoir quelle manifestation va avoir lieu, où, etc. Et on y va et on filme. Et ce qui est important de souligner, c'est que nos vidéos remontent auprès du préfet, puisque nous on est sur Paris, et qu'elles servent. Et c'est important de le souligner parce que c'est bien que nous, on reste très communauté, etc. Même si j'ai quand même des non-juifs, heureusement, qui nous suivent. Il faut savoir que nos vidéos servent, en fait, et elles tournent. Alors justement, vous aviez un exemple dont on avait parlé ensemble, qui est très, très frappant, si vous voulez en parler au micro. Alors, je veux bien en parler. On va faire assez bref. Donc, c'est 2020. On est encore en période de Covid. Donc, c'était très bien. J'étais avec le casque de moto et le masque. Donc incognito, donc là vraiment incognito. Donc c'est une manif qui avait commencé à Barbès, qui était très importante. Et mon mari me fait signe qu'à côté de moi, mais vraiment à côté de moi, j'ai le président de l'association Tchèque Yassine, qui s'appelle Abdelkalim
Sefrioui, j'arrive même pas à le dire, j'ai même pas envie de dire son nom, mais on le dit, Oui. qui est actuellement en prison. Et qui fait signe à toute la population, donc s'était organisé, ils sortent un drapeau énorme de la Palestine et ils se mettent à crier « Hamas résistance » dans tout Paris, voilà, pendant, 10 minutes, avec la police qui regarde, personne ne dit rien. Donc ça, c'est en 2020. Juste après, je pense, Samuel Paty, je crois que c'est 2020. Donc, il faut dire que déjà à l'époque, Hamas était déjà reconnu comme une bien sûr, un organe terroriste. Oui, bien sûr. Alors la vidéo remonte à la préfecture, on leur dit faut faire quelque chose. Cheikh Yassine, c'est quand même une association dangereuse. Ils crient Hamas résistance en plein Paris. Qu'est-ce qu'on fait ? Et qui d'ailleurs, il faut le dire, a été écroué pour financement tacite de Hamas. Exactement. Mais après Samuel Paty. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce monsieur, c'était un des commanditaires de l'assassinat de Samuel Paty. Donc, il est actuellement en prison. Donc, l'association a été dissoute par Darmanin derrière, mais il s'est passé quand même un temps de latence énorme entre ce moment. Et alors, effectivement, il fallait après, y a pas non que plus la de preuves, justice non, fasse son travail, en fait. Bien sûr. Oui. Alors, c'est moins condamnable de sortir un drapeau et de crier Hamas résistance, mais c'est condamnable quand même. Aujourd'hui, vraiment, heureusement, ça bouge un petit peu de ce côté-là. Les mots sont importants dans les manifestations, les photos, etc., les slogans. Mais voilà, donc ça, c'était une parenthèse. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Voilà. C'est certain. Alors, on comprend comment vous fonctionnez. Comment est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour contrer la désinformation et sensibiliser le public aux réalités de l'antisémitisme et de l'antisionisme ? Alors, par des messages... Alors, les stories marchent très bien. Il faut savoir que c'est un message simple, clair. Donc, je fais beaucoup de veille. Là, maintenant, je suis beaucoup sur Telegram également. Donc, je récolte beaucoup d'informations. On m'en envoie aussi. On m'envoie aussi des vidéos parce que donc, j'ai été répertoriée comme annonceur d'informations aussi. Même si c'est un petit média, on essaye... sur ces thématiques-là, en fait. Et après... Voilà, c'est beaucoup de veille, beaucoup de travail, de mise en page. Alors, je fais aussi... Alors, Lia m'a dit que la page faisait très peur parfois et qu'elle était un petit peu anxiogène, voilà, pour reprendre son terme. Je comprends. Donc, j'essaye aussi de faire un peu d'asbara quand je peux. Un peu d'explication. Voilà, des choses jolies aussi qui se passent pour la communauté. Mais j'avoue que depuis le 7 octobre, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ouais, Ça a été un vrai choc pour vous ? Le 7 octobre. Ah, terrible. Terrible. Hein. Ouais, comme tout le monde. Mon mari a été un des premiers, peut-être pas un des premiers, mais il est parti au mois d'octobre, en fait, directement. Tout de Moi, suite. j'ai pas pu. Il a fait déjà 5 voyages de bénévolat, etc. Évidemment, moi, j'y suis allée 2 fois aussi. Et on a informé beaucoup au tout début sur le festival Nova. On y est allé, on a filmé, etc. Au début, on n'avait pas beaucoup d'images. Et puis, vous avez récupéré également des photos, vous avez compilé des vidéos qui ont été faites en GoPro. Enfin bon, c'est bien de le rappeler. C'est aussi du travail extrêmement difficile, presque du travail, je dirais, de pro, parce qu'il faut pouvoir encaisser. Alors, justement, peut-être sur une note plus positive aussi, un de vos combats, Céline, c'est de mobiliser ce que vous appelez la majorité silencieuse, celle qui fait pas de bruit, mais celle qui vote à l'Eurovision et celle qui fait que la candidate israélienne est arrivée en position numéro 5, malgré tout le bruit des haineux. Donc, c'est une tâche très ardue. Donc là, brièvement, en dernière question, comment vous vous y prenez un petit peu pour être audible là-dessus ? Alors, on travaille sur une tribune pour justement faire parler cette majorité silencieuse qui nous soutient mais qui n'ose pas. Juste un petit exemple, on a été mettre une gerbe de fleurs, une couronne mortuaire devant Sciences Po quand il y a eu les événements il y a 3 semaines, avec un petit message à notre regrettée institution. Et on a un couple qui passait par là, d'habitants du quartier, donc qui nous a embrassés en nous disant « mais c'est
c'est comme ça qu'il faut faire vraiment. On n'en peut plus. Faites parler, faites-nous parler. Et ça nous a donné l'envie de lancer cette tribune qui, j'espère, va aboutir. On est en train de travailler dessus. Merci. Bah oui, il y a encore du travail. Alors, on le rappelle avant la fin pour votre actualité, Céline Dorfin. The Truth s'organise le 4 juin à 19h à la mairie du 16e arrondissement de Paris avec Florence Berge de Blacker. Une conférence intitulée Les frères musulmans, la France et Israël, même combat. Céline, merci beaucoup pour ce témoignage poignant, pour tout le travail que vous accomplissez aussi, et merci d'être venue à notre micro. Voilà, Merci Céline, merci beaucoup. Céline, c'est aussi tous 7 octobre. Alors, on va le dire. Alors, voilà. c'est pas aussi tous 7 octobre. Non. Je les aide, en fait. Vous les aidez. Je les ai vous aidés, êtes partout, voilà. on a Mais bien compris. On s'entraide entre nous. Voilà, c'est ce qu'il faut. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.